c'est le vieux moment de la sieste. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous emmener dans un petit village de pêcheurs grecs. Là, vous imaginez un pêcheur qui vient juste de remonter avec ses filets. Et puis, à côté de lui, il y a un seau avec 4, 5 poissons, pas plus, des jolis petits poissons. Et puis là, arrive un riche homme d'affaires, tout juste descendu de l'avion, américain comme il se doit. Et puis, alors, il observe le poisson, il félicite le pêcheur pour la qualité de sa prise, et il dit, bon, mon brave, j'imagine que vous allez y retourner. Et le petit pêcheur lui dit, non, j'ai fini ma journée, regardez, j'ai 4, 5 poissons, ça suffit largement pour la consommation de la journée, pour ma famille. Là, je vais rentrer chez moi, et puis je vais aider ma femme à préparer le repas, on va manger avec les enfants, on va jouer un peu, faire la sieste, et puis, bon, peut-être qu'en fin d'après-midi, j'irai sur le port, on boira du vin avec mes amis, et puis on jouera de la guitare. L'homme d'affaires lui dit, écoutez, mon brave, je suis diplômé de l'université d'Harvard, et je peux vous aider à maximiser votre profit. Alors tout d'abord, vous allez pêcher un petit peu plus longtemps, hein, vous y allez doucement, vous augmentez le temps de travail un petit peu chaque jour. Ça va vous permettre de pêcher davantage que votre consommation personnelle, vous allez vendre, dégager un bénéfice. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir acheter un deuxième bateau, hein, vous allez doubler votre capacité de production. Et puis là, eh bien, vous allez embaucher du personnel, vous allez gagner de l'argent. Bientôt, vous aurez toute une flotte de bateaux, toute une équipe de travail. Et là, vous pourrez quitter ce petit village, hein, et puis vous déplacer à Athènes, New York, Los Angeles. Ensuite, vous allez acheter une usine de transformation, une conserverie pour transformer les poissons. Et puis, alors, le petit pêcheur lui dit, mais ça va prendre beaucoup de temps, tout ça? Il lui dit, oh, écoutez, si vous débrouillez bien, 20, 30 ans. Et puis, alors ensuite, là, c'est là où ça devient intéressant. Vous allez saisir le bon moment pour placer tous vos actifs en bourse. Et si vous avez de la chance, là, vous allez être vraiment très riche. Et le petit pêcheur dit, et alors? Eh bien, alors, laissez-moi vous dire, là, vous allez être très riche, vous n'aurez plus besoin de travailler. Vous allez pouvoir prendre votre retraite, et puis là, vous pourrez peut-être vous acheter une villa dans un petit port de pêche grec. Et puis, plus besoin de travailler, ou alors simplement pêcher pour le plaisir. Et puis, vous pourrez cuisiner, jouer avec vos petits-enfants, aller boire du vin et jouer de la guitare le soir avec vos amis. Le petit pêcheur dit, c'est exactement ce que je m'apprête à faire tout de suite. Alors, bonjour. On va se présenter, donc vous avez entendu, donc je m'appelle Heiko Buchholz et donc à côté donc Laurence Druon. Et on fait partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Un euro ne fait pas le printemps, qui existe depuis 2002 à peu près, donc plus que 15 ans. Et si on est là, c'est qu'on est en résidence artistique à l'IGE, à l'Institut des géosciences et de l'environnement. Et on voudrait témoigner de cette résidence, comment l'art, l'artistique, l'écriture artistique et la science agissent ensemble, aussi par rapport à cette histoire de réchauffement climatique. Mais je vais juste faire un tout petit historique, c'est que ce collectif d'artistes est grenoblois, et donc je fais partie de ceux qui... Enfin, je l'avais fondé en fait à l'époque. Et en fait, en réalité, quand j'étais petit, je voulais être chercheur scientifique. Mais la vie, finalement, a fait autrement, et je suis devenu, du coup, plutôt artiste. Et en fait, j'avais compris, comment dire, le théâtre, en soi, ça ne m'intéressait pas tant que ça au départ, parce que souvent, je m'ennuyais, ou je comptais le nombre de projecteurs qui étaient accrochés, et rarement, en fait, ce qui se passe sur scène. En fait, en réalité, je me suis rendu compte que l'artistique est un outil extraordinaire pour aller dans des endroits où on ne peut pas aller autrement. Donc des laboratoires de recherche, des accélérateurs de particules, des zoos, des villages perdus au bord. Enfin, c'est un véhicule, donc c'est ça qui m'a motivé en fait à rentrer dans ce métier. Et donc ce vaisseau entre guillemets artistique nous a amené donc à l'Institut de géosciences. Et donc on est 4 en fait, là vous avez exactement 50% de la masse totale des artistes.
sont absents donc, Yves Béal et Frédéric Maillot, qui eux sont des poètes, alors, des vrais poètes qui font des poésies et tout. Donc, oui, avec des choses qui se riment ou pas, voilà. Donc, eux, ils font énormément d'ateliers d'écriture dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif. Leur devise, c'est tous capables. Et en fait, ils font écrire tout le monde. Même des personnes... on travaille dans un endroit actuellement qui s'occupe de jeunes malades d'Alzheimer. Bah, même ceux qui ne parlent pas, on a réussi à les faire écrire ensemble. Donc, ils sont donc absents. Donc, ils ont. Je toucherai aussi un petit mot de eux tout à l'heure. Et on a aussi la particularité dans ce collectif. On n'est pas très présent dans les grandes salles de spectacle ou des salles de spectacle. Ça arrive quelquefois. Au départ, c'était parce que c'était très difficile de faire venir des programmateurs à un spectacle. Ça demande une énergie assez considérable pour faire venir un programmateur. Je ne sais pas combien de CO2 il faut mobiliser, mais en tout cas, c'est pas évident. Et du coup, en fait, au départ, en 2002-2003, du coup, très vite, on s'est tourné plutôt vers le milieu scolaire, les musées, le réseau de la culture scientifique, Cité des sciences, etc. Je voulais donc, avant de commencer à parler un peu de l'outil et comment l'outil artistique, on l'utilise en art-science, vous montrer un petit extrait d'un spectacle, peut-être certains ont déjà vu, qui s'appelle Safari ici. C'est un spectacle qui est assez ancien, qui a plus de 10 ans, je pense, et qui a beaucoup tourné, mais je voulais juste que vous voyez ce petit extrait pour voir comment le spectacle de rue et la poésie agissent en fait par rapport aux chants sur lesquels on travaille. C'est bon. Avant de procéder à votre embarquement, oui. Avant de procéder à votre embarquement, veuillez personnellement. Alors, nous allons commencer. Vous voulez faire un safari, cela pour vous embarquer rapidement. Je vais donc maintenant vous donner les kits qui sont nécessaires pour faire ce voyage. Installez-vous. Donc, je vais vous embarquer également. Là, ici, est un voyage organisé. Là, vous avez donc le mode des autochtones. Les autochtones, ce sont ceux qui sont là, qui sont déjà. Alors regardez, dans cette direction, vous avez déjà un groupe d'autochtones en train de se nourrir. Qui vient de comprendre la façon dont ces autochtones se comportent, se nourrissent et se reproduisent. L'autochtone se sert de cet objet afin de poser son corps sur une plateforme lorsqu'il est très fatigué. C'est tout comme cela semble flotter dans l'atmosphère et vous avez les reflets de lumière qui sont touchés. C'est tout. Et monsieur, si vous êtes jeune, vous allez voir votre propre corps à travers la vie. C'est pas mal. Papa? Vous avez un autochtone qui vient de vous montrer ses dents. Ce n'est pas pour vous mordre. Lorsqu'un autochtone vous montre ses dents, c'est pour vous signifier qu'il est heureux que vous soyez dans le même temps et dans le même espace que l'autochtone qui vous montre ses dents. L'avantage, c'est un autre autochtone qui n'a jamais vu celui qui a posé sa pensée sur la plaque à penser peut passer par là une journée ou semaine, des années plus tard pour prélever la chose suivante. C'est exactement la même chose. C'est ainsi qu'une pensée qui a été pensée peut encore perdurer à travers le temps. Je laisse contempler.
Tu avais vu? Alors, on peut tout à fait se demander également, mais comment font les autochtones pour se reconnaître entre individus? Vous savez, ils ne sont pas faciles à distinguer les uns des autres. Vous allez donc montrer votre membre droit supérieur et faire un petit mouvement de va-et-vient. Vous pouvez savoir comment on va faire. Comment on va faire? Malheureusement, quelquefois, un autochtone cesse d'aimer une chose, pourtant à partager sa vie à l'autre. Lorsque la relation affectueuse entre l'autochtone et l'objet est rompue, ils sont saisis de cœur froid et va s'approcher de ce qu'on appelle le point, ou là, voir un peu le paroxysme du drame, car c'est là où l'autochtone et l'objet vont se séparer de façon définitive et irréversible. Bien, laisse contempler en silence. Oui, non. Ça, c'est un autre spectacle. Je fais des expériences avec des crêpes et je trouve qu'elles ont un comportement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En fait, c'est juste pour vous donner une illustration. C'est un exemple d'autres formes artistiques qu'on a créées, qu'on est en train de créer, qui ont donc la particularité, enfin, l'idée, c'est dans l'idéal de nous extraire de ce monde pour mieux voir en quoi on vit, mais sans le juger. Du coup, l'autochtone devient une figure en fait assez drôle, touchante, et on parle quand même, à un moment donné, quand on parle des voitures qu'on appelle des autopropulseurs, on explique effectivement tous les autochtones, ils en ont un, il y a un feu qui brûle à l'intérieur, ça propulse leur corps, et que tous ces feux brûlent, et c'est pour ça qu'il fait si chaud. Et ça fait surtout rire quand je joue ça alors qu'il est en train de neiger. Et en fait, l'idée de ce spectacle, c'est que la démarche scientifique, on a cherché à elle soit inhérente du spectacle. On ne illustre pas un fait scientifique, on cherche plutôt à ce que le public devient explorateur lui-même. Il est mis en scène avec les casquettes. Et l'idée, c'est, au lieu de juger les choses, c'est plutôt qu'on s'émerveille en fait devant une bagnole, un sac en plastique, voilà, pour étrangifier toutes ces choses. Et donc, du coup, cet outil-là, on est en train de l'expérimenter aussi pendant notre résidence à l'IGE. On a donc fait on est en train de tester un nouveau spectacle, on est en train de l'écrire. Pour l'instant, on lui donne un titre provisoire, il s'appelle donc 2222 ou quelque chose comme ça. On est dans 200 ans. Et on a fait un essai à l'Institut de glaciologie, comme s'il s'agissait d'un musée national, le musée de la révolution climatique, parce qu'il y a 200 ans, on a fait des découvertes fondamentales qui ont amené en fait à un changement radical de la société. La civilisation n'a pas pu être sauvée, mais l'humain a quand même survécu grâce aux travaux qui ont été menés. Donc on tente de donner aussi un hommage, et en fait on fait visiter l'Institut de glaciologie, les arbres, comme si on regardait notre présent, mais à travers du prisme du futur. Sans trop dire comment c'est dans 200 ans, ce qu'on sait, c'est qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc Laurence donc on a fait ça ensemble, donc ça lie le conte et ce côté décalé. Donc les personnes, en fait, les spectateurs, on leur faisait passer un biotéléchargement. Donc c'est Laurence qui les a biotéléchargés. Moi j'ai vérifié qu'il y a tous les pixels qui sont arrivés au bon endroit. Et on a expliqué que nos visiteurs, enfin notre public, ils avaient une pièce jointe sous forme d'étoffe,
qui grattent. Donc, on a fait comme s'ils avaient perdu l'habitude de porter des vêtements. Peut-être dans 200 ans, il fait tellement chaud que tout le monde marche à poil, mais qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, je leur donnais des médicaments pour pas que ça gratte trop. Voilà. Et du coup, voilà, donc tout un procédé qu'on a donc fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, oui, peut-être. Du coup, sur cette forme, l'idée, c'est vraiment ce matin, on parlait de récit ou de donner l'image d'un futur désirable. Donc, c'est comment parler du réchauffement ou du changement climatique sans dramatiser, tout en faisant quand même prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, tout le travail, ça va être de partir des résultats scientifiques qui nous sont communiqués par les chercheurs quand on discute avec eux et de le transformer en une matière qui devient artistique où on va toucher le sensible. On va toucher les gens par la fibre sensible, par leur imaginaire, et les faire s'imaginer en fait dans ce monde, se projeter dans le temps. Et on a testé aussi une forme en 2 temps, c'est-à-dire il y a la déambulation qui ressemble un petit peu à ce que vous voyez là, c'est-à-dire on regarde des choses habituelles avec un regard décalé dans le temps. Et ensuite, on va demander aux personnes d'inventer, de faire le récit de ce que pourrait être le monde dans 200 ans. Et aussi de ce qui s'est passé pendant 200 ans. Voilà, pour vous donner un exemple de comment on procède, on a eu, les chercheurs par exemple nous ont montré les fameuses courbes là, de ce matin avec les trucs de toutes les couleurs, enfin je sais pas si la majorité d'entre vous étaient là ce matin, et avec les scénarios, alors j'ai pris des notes parce que moi j'ai du mal à retenir le RCP 8.5 et le RCP 2.6, c'est comme ça qu'on dit. Et la question pour nous ça va être de comment les gens ils vont vivre ces scénarios-là. Comment ils vont vraiment les expérimenter presque physiquement, enfin comment ils vont se les représenter et ils vont se projeter dans un futur, alors on imagine qu'on sera plutôt sur le scénario le moins catastrophique et d'imaginer ce qu'on a pu faire pendant ces 200 années qui viennent pour qu'on continue d'être dans ce scénario-là, les risques qu'on a évités, etc. Voilà, donc une tentative aussi à travers les récits. Vous voyez, le récit, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est comment une histoire, elle va en très peu de mots aborder plein de sujets, donc ça a une fonction à la fois pédagogique de réfléchir sur notre société, de marquer les esprits parce que c'est court, c'est un peu frappant, et puis malgré tout il y a tout un fond philosophique de réflexion qui est derrière. Donc c'est vraiment ça l'idée de l'histoire. Alors l'histoire sous forme théâtrale comme on a vu derrière, ou sous forme d'un récit qu'on invente. Après il y a la poésie aussi qu'on utilise. Et voilà, pour l'instant j'en reste là. Voilà, donc ce qu'on peut aussi, donc les autres outils, donc c'est la poésie. Alors comment très concrètement se passe cette résidence? Alors une résidence artistique, ça peut avoir des formes très variées, ça peut être juste 2 jours, ça peut être des mois. Nous on est souvent, ça doit être à peu près 1 semaine par mois qu'on est présent dans les laboratoires, soit tous les 4, soit nous 2 ou un de nous 2. Et on a créé par exemple au début le poème le plus long. Donc Yves Béal et Frédéric Maillot, ils ont demandé aux chercheurs d'écrire une petite phrase, et cette petite phrase était tricotée dans un poème, écrit sur une très longue feuille qui fait, je crois, 15 mètres de long, et qui aujourd'hui forme un poème de 15 mètres qui est donc dans la cage d'escalier du bâtiment Ozug B. Voilà. Et donc on a fait des ateliers d'écriture avec des chercheurs, et en fait ce que l'on observe, ateliers d'écriture, on a fait des essais théâtraux, on a fait des moments d'observation, on assiste à des réunions, on fait un compte rendu poétique des réunions, ce genre de choses. En fait on observe, alors on va demander à Céline tout à l'heure de dire 2-3 mots, mais ce qu'on observe, ce qui nous semble se produire, c'est que dans l'idéal, l'artistique et le scientifique doivent interagir et se renforcer mutuellement. L'idée, c'est que les données qui sont produites, qui sont observées, qui montrent une catastrophe qui nous attend, que nous on attend, comment on peut communiquer là-dessus sans plonger les personnes dans l'angoisse absolue, parce que il y a quand même quelque chose, quand on voit les scénarios qui s'affichent, c'est une vraie fin de monde, quoi. C'est quelque chose tellement fort en termes de transformation qui nous attend, qui met en question la survie de notre espèce même, ou d'autres vertébrés. Et comment on parlait de ça?
Et c'est pour ça que l'humour est très important. Il faut que c'est presque, j'exagère un tout petit peu, hein, je vais un peu fort, mais c'est presque rire de notre faim, quoi, en quelque sorte. C'est du Monty Python. Et comment, dans l'espoir un peu fou, de pouvoir changer quelque chose chez les gens, peut-être dans le comportement, mais en fait, on s'est allié avec les chercheurs pour à la fois, nous, notre écriture, elle change à travers les rencontres avec les chercheurs. On doit s'appuyer aussi, nous, sur des recherches scientifiques pour ne pas dire n'importe quoi. Est-ce que dans 200 ans, y aura-t-il encore de la neige sur le massif de Beldon ou non? Donc on demande. Et on a une idée pour pouvoir se situer en fait dans notre écriture. On s'appuie sur les productions scientifiques. Et ouais, et puis peut-être on peut, Céline peut-être nous donner un petit retour. Peut-être juste présenter une autre chose pour bien montrer que la création artistique et les apports scientifiques vont dans les deux sens. Là, on va expérimenter aussi. Les chercheurs nous ont dit, nous, on aimerait bien aussi utiliser des outils artistiques pour communiquer nos résultats, nos recherches et puis nos pensées sur la société. Et donc, on va expérimenter une forme qu'on a appelée les clairières de l'autre, où c'est une déambulation en musique. Et on rencontre comme ça un certain nombre de chercheurs qui vont dire quelque chose pendant 5 minutes au public. Donc c'est une façon aussi de donner les clés aux chercheurs pour qu'eux-mêmes s'approprient des outils artistiques et ensuite qu'ils soient autonomes et qu'ils n'aient pas besoin de nous pour continuer à travailler comme ça. Donc tout ça, on va continuer pendant 1 an et ça devrait aboutir en octobre lors d'un colloque dont peut-être tu nous parleras. Oui, je ne vais pas, vous m'entendez ? Je ne vais pas forcément parler très très longtemps, mais l'idée, effectivement, moi j'ai pris part à cette opération, cet accueil en résidence de ce collectif d'artistes au titre de Radio Sora. Peut-être qu'on peut en laisser parler également Sandrine, qui est au sein de l'IGE, pour qu'elle puisse donner un peu son ressenti. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que souvent les chercheurs finissent par dire qu'ils se sentent démunis. Parce que, quelle que soit la manière dont on essaie de faire passer les messages, d'alerter, de secouer un peu, il y a des résistances en face qui sont extrêmes, qui sont très très fortes. Et au bout du compte, les chercheurs peuvent finir par se décourager quelque part dans leur manière de faire passer les messages. Et finalement, cette association avec ce collectif d'artistes nous permet de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de transmettre, en restant dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire cette transmission des connaissances, et en faisant en sorte qu'on ne transmette, comme on l'a dit ce matin, que les connaissances effectivement qui sont avérées, dans la mesure du possible, mais en utilisant effectivement les ressorts du sensible, les ressorts de l'émotion, ce que spontanément nous on a désappris à faire en tant que chercheurs. Dans notre quête d'objectivité, on éloigne ça le plus possible. Donc c'est une redécouverte quelque part, et ça, au départ ça peut être un peu compliqué de franchir ce pas. Mais à partir du moment où on l'a franchi, on se rend compte qu'on arrive à exprimer des choses d'une certaine manière et finalement à les transmettre, à les faire passer peut-être plus facilement. Et je vais peut-être passer le micro à Sandrine pour donner son avis. Merci. D'abord, je vais excuser mon absence de ce matin. J'étais prise par ailleurs. Alors moi, j'ai déjà commencé par le fait que les gens qui font de la recherche, ce ne sont pas que des chercheurs. Je sais que je taquine toujours mes collègues artistes avec ça, qui parlent beaucoup des chercheurs, des scientifiques, etc. Et dans un laboratoire, la recherche est aussi faite par des ingénieurs, des techniciens, des administratifs. Et c'est très important. Si les résultats scientifiques sont là, c'est parce qu'il y a ce collectif qui travaille ensemble. Alors, c'est vrai que l'expérience d'Anneau ne fait pas le printemps, et en particulier sur ce projet sur une petite mémoire. On y est allé avec Céline, un petit peu comme ça, parce qu'on a peut-être des sensibilités qui font qu'on est ouvert à ce type d'expérimentation. Et j'avoue qu'on arrive à des résultats au niveau du laboratoire qui sont assez étonnants.
D'abord parce qu'il y a des gens qui s'investissent et qui réagissent à ça que je n'avais pas du tout anticipé de voir. Ça remet du lien, parce que, comme disait Céline, effectivement, on est dans un laboratoire, on communique beaucoup par des résultats scientifiques, par une certaine forme de valorisation, et au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu sclérosant et pas forcément très, très épanouissant. Et l'apport de l'art nous permet de communiquer, de revisiter nos résultats autrement, et d'échanger. Et donc, l'expérience avec les artistes a mis du lien dans le laboratoire. On le voit vraiment. On a un collectif qui a changé, je trouve, depuis septembre, parce que, pas tout le monde, évidemment, mais parce qu'il y a cette ouverture, cette sensibilité-là. Autour de la communication par rapport au changement climatique, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est la solution, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est pas avec un discours anxiogène qu'on va trouver les solutions. Je pense que l'anxiété, la tristesse, la peur ferment les esprits, ferment les cerveaux. Et là, l'idée, c'est d'aller justement par le comique, par la poésie, par le conte. C'est de réouvrir notre cerveau autrement. Et c'est avec cette ouverture que je pense qu'on pourra collectivement trouver des solutions. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on essaye aussi de développer et de questionner. Donc arrêtons, en tout cas, je pense qu'il faut être vigilant sur le discours anxiogène et soyons ouverts, ouvrons nos cerveaux, nos esprits à d'autres choses pour trouver des solutions, parce que les solutions, elles sont là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Merci. Bonjour. Je voudrais faire écho en fait à cette expérience avec ce que j'ai vécu quand je suis allée voir la restitution d'un travail intermaster sur la question de l'effondrement, où les étudiants se sont mis dans la peau d'un jury d'accusés et de juges et d'avocats, etc. Ils ont passé, je ne sais pas, quelques mois en fait à se mettre dans un travail de recherche sur la question de l'effondrement par rapport au réchauffement climatique, et puis ensuite une restitution jouée. Et en fait, au niveau de l'audience, je vous assure que la question du réchauffement climatique et les apports en fait, scientifiques sur lesquels ils s'appuyaient étaient vécus effectivement de manière très sensible, et j'apprécie cette approche artistique qui permet aussi aux acteurs de jouer. En fait, je suis très très intéressée par votre démarche parce que je participe à une asso qui s'appelle Trièves Transition Écologie et qui tous les ans organise une foire, la foire de la transition au mois de septembre. Et cette année, là où effectivement on a tendance à jouer les choses de manière très sérieuse en présentant les différents modes d'écomobilité, la manière dont les institutions s'organisent pour être en coopération entre la ville et la campagne, et la manière dont on fait de l'agriculture écologique sur notre territoire, et la manière de la restauration collective, enfin, quand on se rend, etc., etc. Cette année, on s'est dit que ce serait intéressant d'approcher la question de la transition écologique du point de vue de l'art, en tout cas faire beaucoup plus de place à cela, avec le thème de Trièves en 2049 ou en 2051, enfin on va voir, on n'est pas encore clair là-dessus. Mais en tout cas, je me demande s'il y aurait intérêt, s'il y aurait possibilité pour vous, soit de nous faire part de méthodes pour pouvoir avancer sur la manière de monter un programme qui permette aux habitants, qui sont aussi, à mon avis, des acteurs de la recherche, de s'exprimer sur leur réalité, leur rapport à ces questions de changement climatique, soit de venir nous présenter vos travaux, si jamais c'est pas trop tôt, c'est le 3e week-end de septembre. Merci. Merci. Bon, de toute façon, on s'est déjà croisés plusieurs fois, on a déjà travaillé ensemble. On a présenté justement dans le même cadre un spectacle où on jouait des archéologues, mais en l'an 5312, toujours cette même démarche pour parler de notre civilisation, mais d'une distance de 3000 ans. Et en fait, ce qui est important aussi de dire,
c'est dans la façon d'écrire. Alors déjà, merci aussi des retours du labo, de Sandrine et de Céline. Et ce qui m'a touché, juste je reviens après, c'est que Sandrine, des fois, elle dit, quand elle parle de nous, elle parle des collègues. Et là, je suis fier, parce que du coup, je fais partie des scientifiques et les chercheurs, et c'est le rêve de gamin que je n'ai pas réalisé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la façon dont on écrit les spectacles, les formes artistiques, c'est plus moi, Laurence, elle est plus dans une écriture au préalable, mais beaucoup de choses s'écrivent au moment du contact avec le public. C'est pas que je procrastine, ou peut-être que oui, en fait j'écris tellement tard que c'est seulement au moment du spectacle ou d'une rencontre que la chose s'écrit. Une fois que ça a été joué, c'est écrit. Enfin, une fois qu'une chose est faite, elle s'inscrit du coup dans une mémoire sur laquelle on peut construire le spectacle. Et on est dans une phase où on va peut-être dans cette résidence-là qui est très très inspirante, très fructifiante, sortir probablement plusieurs formes artistiques. On ne va pas vous les nommer, vous allez vous y perdre. Mais il y a des déambulations, il y a de la poésie, il y a peut-être un concert poétique, il y a les clairières de l'autre, il y a le 2022, etc., 2222. Et en fait, c'est un petit appel, c'est qu'on a aussi besoin de pouvoir tester des choses qui sont en train d'être écrites. Lorsqu'un spectacle s'écrit, on fait d'abord venir des proches, on joue, ils nous font des retours, voilà, là on ne comprend pas, là il faut creuser, là c'est bien, enfin, on construit comme ça, et à un moment donné, on s'adresse aussi à des endroits, par exemple des festivals qui n'ont pas d'argent ou très peu, ou des endroits où on peut tester quelque chose, jusqu'à arriver à un endroit où quand l'écriture est très avancée, on le teste devant des collégiens. De préférence, une classe pénible, genre une 4e B un peu agitée, pour la simple raison qu'à partir du moment qu'on arrive à accrocher des ados qui sont loin de toutes ces préoccupations, enfin, du spectacle, voilà, si on arrive à les accrocher, le spectacle, il est, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, il est vendable. Parce que c'est une économie, on produit des choses, comme n'importe quel artisan, on produit des choses qu'on doit vendre et on en vit. C'est notre métier, c'est artisanal et on fait au plus simple, on essaye de faire en sorte à ce que nos spectacles soient simples, qu'il n'y a pas de trop d'accessoires. Le spectacle le plus léger, il y a 80 grammes d'accessoires. C'est une pince à épiler, un scellé qu'on lèche. Ou une valise, mais il ne faut pas que la technique ou la nécessité d'avoir une salle avec des éclairages nous empêche d'aller vers le public. Et c'est pour ça qu'on fait ce test avec les collégiens. Et donc, voilà. Et du coup, là, on est dans ce processus d'écriture. Il y a des formes qui naissent. Il y en a qui vont mourir. Donc, on a des fois besoin de... Enfin, si vous avez aussi des idées, donc comme là tout à l'heure, d'endroits où on peut essayer de tester des choses d'ici l'automne, on serait preneur aussi. Voilà. Et donc, juste pour le contact... C'est très simple. Si vous voulez nous contacter, qu'on n'aura pas le temps de se voir après, c'est simplement contact@ et puis 1euro.org. UNEURO.org. C'est le mail d'atterrissage en fait. Voilà.